Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, Exode-Call numéro 35, et aujourd'hui nous allons démontrer le résultat suivant. Montrer que tout entier naturel est somme de 4 carrés d'entiers. Alors ce résultat est dû à Lagrange, donc c'est le théorème des 4 carrés de Lagrange. Et pour certains, ça devrait vous faire penser à quelque chose. Alors évidemment, ou pas, le raisonnement que je vais vous donner ici n'aura complètement rien à voir avec l'autre résultat auquel vous pourriez penser. Vous pourriez penser au résultat du théorème des deux carrés de Gauss. Le théorème des deux carrés dit que certains entiers, pas tous, mais un certain nombre d'entiers peut s'écrire comme somme de deux carrés. Ok, donc de deux entiers au carré. Et certains entiers, donc il y a des conditions sur les nombres premiers qui factorisent l'entier naturel qu'on regarde, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais en tout cas, pourquoi théorème des deux carrés de Gauss? C'est parce que pour le raisonnement, on travaillera avec les entiers de Gauss pour résoudre en fait la chose. Et les entiers de Gauss, ce sont les entiers, donc les nombres en fait complexes qui s'écrivent sous la forme A plus IB avec A et B, deux entiers. Ok, donc bon, là le raisonnement que je vais vous proposer pour résoudre ce truc-là n'aura strictement rien à voir avec ça. Ok, on va faire quelque chose plus arithmétique on pourrait faire aussi un raisonnement avec le groupe Z sur PZ, enfin faire des groupes avec Z sur NZ, Z sur PZ. Mais là je vais vous faire un raisonnement vraiment très très simple pour que n'importe quel étudiant, même dans les premières années, puisse suivre la résolution que je vais vous proposer. Alors comme ça a été le cas pour la preuve de la formule de Stirling, ou tout autre type de résultat qui était plus compliqué à démontrer, je ne vais pas vous laisser comme ça de but en blanc à essayer de résoudre l'exercice, je vais vous poser des sous-questions avant de résoudre l'exercice. Donc résolution. Et le premier exercice que je vous propose est le suivant. Donc on va prendre un nombre premier. D'abord, soit P, un nombre premier impair. Et j'aimerais que l'on montrer qu'il existe A et B, deux entiers, tels que, eh bien, P divise A carré plus B carré plus 1. Ok? Alors n'hésitez pas à faire une pause pour essayer de montrer ce résultat par vous-même. Vous pourriez travailler avec les éléments de groupe, c'est pas du tout un problème. Là, je vais plutôt, comme j'ai dit, je vais plutôt vous proposer un raisonnement plus arithmétique que cela. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, alors pour résoudre le problème, et d'ailleurs je vais résoudre le problème de manière beaucoup plus précise que ce que j'ai énoncé ici. Alors pour résoudre le problème, donc déjà le truc plus précis que je vais vous montrer, c'est en fait que A et B, je ne suis pas obligé de travailler sur tous les entiers. Je peux montrer que je peux trouver un A et un B qui sont compris entre 0 et P-1 sur 2. Ok, donc je peux être plus précis ici. Et puis je vais être aussi plus précis sur le fait que P divise A carré plus B carré plus 1, notamment sur le multiple particulier de P que je peux prendre. Ok, donc bon, je vais y revenir, mais d'abord j'aimerais vous montrer un exemple. Donc un exemple avec une valeur de P précise. Donc là je vais prendre une valeur de P quand même qui peut être un minimum intéressante, P égale 7. Et je vais vous montrer le raisonnement que je vais faire à l'aide de cet exemple. Ok, comme ça vous allez mieux comprendre ce qui va se passer. Alors pour P égale 7, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pour un entier A, compris entre 0 et P-1 sur 2, comme je l'ai dit, je vais montrer quelque chose d'un peu plus fort. Je vais regarder les congruences, les restes de la division euclidienne de A carré par 7, et puis les restes de la division euclidienne de moins A carré moins 1 par 7. Ok? Pour tout A là-dedans. Alors A carré c'est 0, donc 0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, 2 au carré 4, et 3 au carré 9, et la reste de la division euclidienne ça donnera 2. La congruence c'est 2. Ok. Ensuite, ici qu'est-ce que nous avons? Nous avons moins 1, donc moins 1 ça fera 6. Ensuite, nous avons moins 1, donc moins 2, ça fait 5.
La congruence c'est 5. Le reste de la division euclidienne c'est 5. Ensuite, pour 2, nous avons moins 4, moins 1, donc ça fera moins 5. Moins 5, donc ça fera 2. Et le dernier, moins 9, moins 1, ça fait moins 10. Moins 10, donc moins 3, donc 4. Voilà, donc voilà les congruences de a carré et de moins a carré moins 1. Et en regardant de plus près ce qui s'est passé, bah vous voyez qu'il est possible de trouver deux valeurs. D'accord? Donc si je prends a égale 2 et b égale 3, eh bien il est possible de prendre deux valeurs telles que... non, c'est pas ce que j'ai... Oui, bon, peu importe, que je mette a égale 2, b égale 3, ça revient à la même chose que si j'avais mis a égale 3, b égale 2. Le rôle de a et b est symétrique, donc il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il existe un a et un b, d'accord? Vous voyez? Tel que, bah, si je fais a carré plus b carré plus 1, alors vous compreniez mieux pourquoi je regardais moins a carré moins 1, c'est pour pouvoir faire la soustraction des deux éléments, et en faisant la soustraction des deux éléments, je me retrouve bien avec ce genre de choses. Ok? Donc si je fais ce calcul-là, ça doit être un truc divisé par 7. Alors voyons, ça fait 4, plus 9, plus 1, ça fait 14, et en effet, ça fait 2 fois 7. Ok? Donc voilà, oui, en effet, j'ai bien eu affaire à un nombre qui est divisible par 7. Donc le résultat que je vais faire encore plus précis aussi concernant la divisibilité par P, c'est qu'en fait, a carré plus b carré plus 1, ça va être un multiple de 7, et le multiple qui va être en jeu, là, le 2 que vous voyez par exemple ici, bah, ce multiple, je peux montrer en général qu'il est compris entre 0 et P. D'accord? Et donc c'est ça que je vais montrer de plus précis que juste le résultat que j'ai énoncé là-haut. Ok, alors c'est parti pour la preuve de cette chose. Hop. Alors, preuve. Alors pour la preuve, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer déjà une application, donc soit R, ou ouais, on va l'appeler R, soit R, l'application qui a A associe, disons, R indice A, le reste de la division euclidienne de A carré par P. Okay. Autrement dit, je regarde les éléments, les entiers, les éléments de A carré à congruence près. Si vous préférez, on peut le voir comme ça. Là, je l'ai noté de cette manière-là pour qu'on comprenne bien ce que je veux faire comme application. Et je veux, comme j'ai dit, je ne veux pas introduire les groupes Z sur N, Z sur PZ. Je veux rester sur de l'arithmétique simple, pure et simple. Donc le reste de la division euclidienne de A carré par P, c'est RA. Et donc j'aimerais montrer, c'est ce que je vais faire à présent, j'aimerais démontrer que... Hop, un petit souci de caméra, bon, tout va bien. J'aimerais montrer que... Montrons que... Eh bien en fait, pour tout A et B, dans l'ensemble 0P-1 sur 2, eh bien RA égale RB si et seulement si A égale B. Ok? Alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de montrer ce résultat. Vous le faites comme vous voulez, si vous voulez travailler avec les congruences. De toute façon, à un moment donné, je vais travailler avec les congruences, donc de toute façon. Mais voilà, faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de souci. Ok, alors évidemment il y a un sens qui est clair, c'est le sens indirect. Hein. Donc évidemment ce sens indirect est évident. Maintenant faisons le sens direct. Voyons ce qui se passe pour le sens direct. Supposons que RA égale RB. Si RA égale RB, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A carré a la même congruence que B carré modulo P. Donc ça, c'est la même chose que de dire que A carré est congru à B carré modulo P. Mais A carré est congru à B carré modulo P, ça veut dire que, en fait, que P divise A carré moins B carré. Donc là, je ne fais que traduire ce que ça veut dire avoir une congruence, hein, ok? Mais A carré moins B carré, tout de suite on pense identité remarquable, A carré moins B carré, c'est en fait A moins B
fois A plus B. Et P, c'est un nombre premier. Donc P est un nombre premier qui divise un produit, ça veut dire que P divise au moins l'un des deux facteurs. Donc ça, c'est équivalent à dire que P divise soit A moins B, soit P divise A plus B. Donc l'un ou l'autre. Bon, alors voyons ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je dis que P, donc or, si je dis que P divise A plus B. Si je dis que P divise A plus B, ben A plus B, je sais que A et B sont compris entre 0 et P moins 1 sur 2. Donc si je fais la somme de deux éléments compris entre 0 et P moins 1 sur 2, ben je vais me retrouver entre 0 et P moins 1. Et par conséquent, le seul élément compris entre 0 et P moins 1 qui est un multiple de P, ben c'est 0. D'accord, un P c'est un nombre premier, etc., comme vous voulez. Mais là, le seul multiple qui est en jeu, il n'y a que 0. Donc ça implique... donc si, comme nous avons ça, alors bah, nous avons que A plus B est égal à 0. Et donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que A égale B égale 0, étant donné que les deux éléments ici sont positifs. Hein. A et B sont deux entiers positifs, vous faites la somme de deux entiers positifs, ça doit être positif. Et donc le seul moyen d'atteindre 0, c'est de prendre tout le monde égal à 0. Donc on a bien que A égale B, hein, donc on a déjà une partie du résultat. Ok. Maintenant regardons qu'est-ce qui se passe si P divise A moins B. Alors si P divise A moins B, bah pareil, on va regarder ce qui se passe niveau inégalité. A moins B bah, va être compris entre P, enfin moins P moins 1 sur 2 et P moins 1 sur 2. Et encore une fois, le seul multiple de P qui apparaît dans notre affaire, c'est 0. Donc ça implique que A moins B égale 0. Et donc que A égale B. Bon ben voilà, hein, j'ai terminé. Donc je viens de montrer que RA, enfin en fait que la fonction R, est une fonction bijective de 0P moins 1 sur 2 vers bah, les restes de division euclidienne. D'accord, donc... bon, pas tous les restes de division euclidienne, mais les restes de division euclidienne que je parcours. Donc l'image de R, si on veut simplifier. Ou alors on peut dire autrement, on peut dire que la fonction est injective des nombres entre 0 et P moins 1 sur 2 vers les restes de la division euclidienne de P. Voilà, ok? Bon, très bien. Alors ça c'est bien comme premier résultat. Alors j'efface un petit peu pour pouvoir avoir de la place pour avancer. Car maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à deux ensembles, exactement comme je l'ai fait avec le tableau. Je vais m'intéresser à deux ensembles. Je vais regarder l'ensemble grand A, qui est l'ensemble des RA. Donc l'ensemble des RA pour A, compris entre 0 et P moins 1 sur 2. On sait que cet ensemble-là compte P plus 1 sur 2 éléments, puisque nous savons déjà que maintenant que l'ensemble... cet ensemble, enfin, l'application R est une bijection de ça, de cet ensemble-là, 0P-1 sur 2 à grand A. Comme je viens de le définir. Ok. Alors maintenant, je vais définir une autre application. Je vais appeler ρ la fonction qui, à A, associe moins A carré, enfin, je vais l'appeler ρA de la même manière, avec ρA, le reste de la division euclidienne de moins A carré moins 1 par P. Okay. De la même manière, parce qu'on se rend compte qu'il y a un lien entre RA et ρA, hein, d'accord? De la même manière qu'on a montré que RA était injective, enfin que la fonction R est injective, la fonction ρ est aussi injective. Hein, donc, ρ est également injective. Donc injective de où à où? Eh bien de l'ensemble 0P-1 sur 2 vers l'ensemble des congruences modulo P. Ok? Bon. Alors maintenant que j'ai ça, je vais prendre l'ensemble B comme étant l'ensemble des ρ petit b avec B dans
0, P-1 sur 2. Et je sais que... Pardon. Je sais que le nombre d'éléments dans cet ensemble, c'est aussi P plus 1 sur 2. Car maintenant que j'ai défini B, je sais que ρ forme une bijection de 0, P-1 sur 2 vers l'ensemble grand B. Ok? Bon. Alors, si je regarde le nombre total d'éléments que j'ai, si je regarde l'union de A et de B, on pourrait dire que au plus, il y a P plus 1 élément. Ok? Et si A et B sont disjoints, il y a exactement P plus 1 élément. Le problème, c'est que les restes de la division euclidienne, ou si vous préférez, le nombre de classes de congruence de P, d'accord, de congruence modulo P, ou le nombre de restes de la division euclidienne par P. Donc là, les restes de la division euclidienne sont 0, 1, jusqu'à P-1. Pas P, parce que P est divisé par P, et donc le reste, ça sera 0. Okay, donc les restes de la division euclidienne par P sont ces valeurs-là, et on en a donc P. On en a P distincte. Ok, alors vous avez que l'union au plus valait P plus 1, et ça vaut exactement P plus 1 si et seulement si l'ensemble A et B, les ensembles A et B sont disjoints, et d'un autre côté vous avez au plus P valeur de congruence distincte. P valeur de reste de division euclidienne distincte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a au plus une valeur qui coïncide dans A et dans B. Donc c'est ce qu'on appelle le principe des tiroirs et des chaussettes qu'on est en train d'appliquer. Donc par le principe des tiroirs et des chaussettes. Alors c'est quoi ce principe? C'est dire que si vous avez plus de chaussettes que de tiroirs, et que vous rangez les chaussettes dans les tiroirs, vous allez vous retrouver avec au moins 2 chaussettes dans un des tiroirs. Ok? Là, les chaussettes, vous en avez P plus 1, si vous regardez A et B, là. Et puis, vous avez P tiroir. Donc si vous rangez P plus 1 chaussette dans P tiroir, vous allez vous retrouver avec au moins 2 chaussettes dans le même tiroir. D'accord? Donc en français, on appelle ça le principe des tiroirs et des chaussettes, ou le théorème des tiroirs et des chaussettes. Pour les anglophones, c'est plutôt le principe des pigeons et des maisons. S'il y a plus de pigeons que de maisons, il y aura au moins 2 pigeons dans une même maison. C'est exactement la même chose. C'est assez intriguant quand même de voir que ce principe apparaît là dans la résolution de cet exercice. Parce que il y a pas mal d'exercices, bon, peut-être pas un très grand nombre, mais il y a quand même pas mal d'exercices où ce principe est très utile pour la résolution de ces exercices-là. Et ne sont pas si visibles que ça. Là, par exemple, au nom de cet exercice-là, ça ne voyait pas qu'on allait utiliser ce principe. Okay, il y a même des exercices de combinatoire, mais pas forcément, puisque là, c'est pas vraiment un exercice de combinatoire en soi. Mais on l'a amené à quelque chose de combinatoire, mais en fait, ça n'est pas a priori un exercice de combinatoire. Mais il y a pas mal d'autres exercices non forcément combinatoires où ce principe s'applique. D'accord? Donc on aura peut-être l'occasion de voir d'autres exercices où on verra ce principe des tiroirs et des chaussettes s'appliquer. Mais voilà, je trouve ça intriguant et puis assez intéressant que ce petit principe apparaît lors de cette résolution. Bon, donc par le principe des chaussettes et des tiroirs, il existe alors A et B dans 0, P-1 sur 2, tel que, RA est égal à ρ B. Mais dire que RA est égal à ρ B, c'est équivalent à dire que A carré est congru à moins B carré moins 1 modulo P. Donc la congruence est la même pour A carré et pour B carré moins 1. Et ça c'est équivalent à dire en effet que P divise A carré plus B carré plus 1. Et voilà, je viens de vous démontrer ce qu'il fallait. Alors comme j'ai dit, je veux être encore plus précis. Je veux vous montrer que comme lui c'est un multiple de P, je peux avoir un certain contrôle sur le multiple de P en question. Alors je vais faire ça. Ok, alors montrons. N'hésitez pas encore une fois à faire une pause.
parce que là c'est pas très difficile à faire. Montrons que a carré plus b carré plus 1 égale m fois p, avec m compris entre 0 et p. Voilà, c'est pas très difficile, n'hésitez vraiment pas à faire pause pour essayer de le faire, cette partie-là. Ok, alors bah, déjà, plus grand que 0 strict, c'est assez simple parce que, comme a carré plus b carré plus 1, c'est plus grand que 1, bah, je pense que c'est assez clair que m ne peut pas être égal à 0, donc m est plus grand que 0, strictement. Ça va. Maintenant, si je veux montrer que m est plus petit que p strictement, il suffit de remplacer m par p, et vous voyez qu'il faut montrer que a carré plus b carré plus 1 est plus petit strict à p carré. Donc montrons que a carré plus b carré plus 1 est plus petit que p carré. D'accord? Bah on sait que a et b, on les a choisis entre 0 et p-1 sur 2. Donc si on les a choisis entre 0 et p-1 sur 2, bah, ça veut dire que a carré plus b carré plus 1 vaut au plus, puisque la fonction carré est une fonction croissante, blablabla. Quelques petites choses à dire, mais c'est pas très difficile. A carré et au plus vaut au plus p-1 sur 2 au carré, et b carré vaut également au plus p-1 sur 2 au carré. Donc au final, on se retrouve avec ça qui est inférieur ou égal à 2 fois p-1 sur 2 au carré plus 1. Il n'y a plus qu'à continuer un petit peu le calcul. On pense à l'identité remarquable, etc. Donc là, on va avoir p carré sur 4 fois 2, donc ça fait p carré sur 2. Ensuite, on va avoir 2p sur 2, 2p sur 4, donc ça fait p sur 2, et p sur 2 fois 2, ça fera p, donc moins p. Et enfin, plus 1, donc 1 sur 4, qui deviendra 1 sur 2. Tout ça. Ok, donc ça nous donne p carré sur 2, moins p, plus 3 demi. Mais nous savons que p est un nombre premier impair, donc ça signifie que p est plus grand que 3. D'accord? Et comme p est plus grand que 3, bah là, moins p plus 3,5, ça, c'est négatif. Donc ça signifie que ce truc-là, il est finalement plus petit que p carré sur 2. Et strictement plus petit. Hein. D'accord? Et puis, bon bah, évidemment, si p est différent de 0, hein, p carré sur 2, ça va être plus petit que p carré. Je pense que c'est assez clair. Donc voilà, eh ben, c'est terminé, on a bien l'inégalité voulue, donc ça implique bien que m doit être compris entre 0 et p strictement. Ok, bon, alors voilà une première partie d'exercice faite. Voyons maintenant pour une deuxième partie d'exercice. Alors la deuxième partie d'exercice, bon là je vais plus ou moins vous balancer le résultat parce que c'est pas quelque chose de facile. Loin de là. C'est une identité. Alors je vais d'abord énoncer la propriété que je voudrais, et je vais vous expliquer pourquoi je la veux. Alors la propriété que je voudrais est la suivante. Je voudrais qu'on montrer que la somme, enfin le produit de deux sommes de deux carrés, donc le produit de deux sommes de 4 carrés, c'est pas de 2 carrés, c'est de 4 carrés, est également une somme de 4 carrés. Ok. Bon. Alors pourquoi je veux cette propriété? Alors évidemment, vous pourriez vous poser aussi la question là au premier point, pourquoi je voulais travailler avec un nombre premier, pourquoi je ne me suis pas lancé directement à travailler avec les entiers naturels. Pourquoi? Bah parce que pour ceux qui font de l'arithmétique, c'est évident, pour d'autres peut-être un peu moins. Pour ceux qui ont bien compris comment ça marche l'arithmétique, en général, quand on veut montrer une propriété pour tout entier naturel, il peut être intéressant de jeter un coup d'œil d'abord aux nombres premiers. D'accord? Et si c'est vrai pour les nombres premiers, peut-être qu'on va pouvoir conclure avec les nombres entiers naturels tout court, parce que les nombres premiers, ça a une structure plus rigide, plus forte que les entiers naturels. Puisque les nombres premiers, vous avez des choses sur la divisibilité qui sont imposées. Il n'y a qu'au plus 2 diviseurs. Il y a pas mal de choses sympas aussi avec le groupe Z sur PZ qui devient finalement un corps si on travaille avec une multiplication et tout ça. Donc bref, il y a plein de trucs avec les nombres premiers qui se font très bien. Et donc c'est pour ça qu'on aime bien se réduire à des nombres premiers. La première chose c'est ça, la deuxième chose c'est parce que tout nombre entier naturel peut s'écrire comme un produit de nombres premiers.
Donc, s'il y a des choses, là, notamment pour ce deuxième truc que je vais vous montrer là, je voudrais qu'on montre là, c'est que si pour les nombres premiers, on peut écrire n'importe quel nombre premier comme somme de 4 carrés, eh bien, comme un entier naturel s'écrit comme et se décompose comme produit de nombres premiers, eh bien, le produit de nombres premiers, ça revient au produit de somme de 4 carrés, et si on arrive à montrer que le produit de somme de 4 carrés est une somme de 4 carrés, on a accompli. On a terminé du moins. On a terminé l'exercice. On a accompli l'exercice, quoi. Bref, donc voilà pourquoi cette propriété est intéressante, ok? Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de le faire par vous-même entre-temps, pendant mes explications, si vous avez essayé de faire une pause ou quoi que ce soit. Si ce n'est pas encore fait, essayez si vous voulez. Mais cet exercice est loin d'être facile. Et en fait, ça va faire intervenir une identité. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous balancer l'identité, puis je vais vous expliquer un petit peu d'où elle vient. Parce que c'est pas quelque chose, c'est loin d'être quelque chose d'évident. Donc l'identité, c'est ce qu'on appelle l'identité d'Euler. Et là, je vais tricher un petit peu, je vais regarder un peu sur les notes. Parce que vous allez voir que l'identité d'Euler, sur les sommes de 4 carrés, c'est quelque chose d'un peu moche. Hein. Donc, l'identité des 4 carrés s'écrit de la manière suivante. Si j'ai A carré plus B carré plus C carré plus D carré, que je multiplie par P carré plus Q carré plus R carré plus S carré, alors ça, c'est égal à... Alors, le premier carré qui va apparaître, c'est celui-là, AP, plus... Alors, je ne vais peut-être pas l'écrire là, parce que je voudrais le garder. Alors, je vais peut-être l'écrire ici. Excusez-moi. Ce sera mieux, vous comprendrez pourquoi, parce que je vais en avoir besoin. Donc, je disais A carré plus B carré plus C carré plus D carré, le tout fois P carré plus Q carré plus R carré plus S carré, s'écrit donc A fois P plus B fois Q plus C fois R plus D fois S carré, plus, alors le terme suivant, A fois Q plus B fois P, donc A fois Q moins B fois P, pardon, moins, alors là je vais prendre, ouais, donc moins C fois S, moins C fois S, plus D fois R, carré. Le suivant, A fois R plus B fois S, donc A fois R plus B fois S, moins C fois P moins D fois Q, donc moins C fois P moins D fois Q au carré. Et puis, on a A fois S, donc le dernier carré, c'est A fois S, moins B fois R, pardon, moins B fois R, plus C fois Q, moins D fois P. Donc plus C fois Q, moins D fois P au carré. Donc je pense que tout va bien, j'ai bien recopié l'identité. Bon, alors cette identité d'Euler là, qui est loin d'être facile, là ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'utiliser plutôt l'ordinateur et de vérifier que cette égalité est bien vraie, d'accord? C'est-à-dire que si on développe avec un calcul formel, si on développe ce produit, on obtient bien ce résultat-là, ou alors vérifier en développant les deux choses que c'est bien égal. Parce que bon, après vous pourriez développer les deux trucs, mais développer les deux trucs, ça, vous verrez que ça fait quand même... Ce côté-là fait quelque chose d'assez lourd, d'assez immonde, si je puis dire. Donc on pourrait se dire, oh là là, c'est assez moche, tout ça. Bon, ok. Bon alors, comment cette identité, on peut la penser? Alors, cette identité, je veux vous faire référence à deux anciens exos de colle. Je vais d'abord vous faire référence à un exo de colle qui était l'exo de colle numéro 12. Alors l'exo de colle numéro 12, pour vous rappeler l'énoncé, c'était de montrer que n'importe quel polynôme qui est positif à coefficient réel, donc positif pour tout x dans R, si j'évalue pour tout x dans R, alors ce polynôme s'écrit comme somme de deux carrés. Et à un moment donné, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avons montré justement un peu le même genre de truc qu'ici. Nous avons montré que si je fais le produit de deux sommes de carrés, eh bien je me retrouve avec à nouveau une somme de deux carrés. Et comment on avait fait ça? Alors je vais écrire ce qu'on avait cherché à démontrer. On avait fait ça et ça
Et on voulait essayer de montrer que ça s'écrivait comme ça. Okay. Et l'idée, c'était de penser aux nombres complexes. Parce que les nombres complexes, si on travaille avec le module, on sait que le module de z fois z', eh bien c'est module de z fois module de z'. Et si je mets des carrés partout, eh bien on retrouve l'identité qu'il faut. Et on peut donner la valeur de alpha et de bêta en fonction de A, B, C, D. Okay, juste en prenant la partie réelle et la partie imaginaire du produit A plus IB et C plus ID. D'accord? Donc ça, c'était une idée, et c'est basé sur le même genre d'idée, en fait. Puisque, le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler avec les nombres complexes, parce que les nombres complexes, ça ne donne pas des modules comme ça. Okay, ça ne va pas donner des choses aussi gentilles, dire, ouais, module de z carré plus module de z' carré, etc. Ça ne va pas marcher comme ça. Okay, bon. Mais, il y a une autre structure, liée aux nombres complexes, que nous avons eu l'occasion de rencontrer lors d'un autre exode-call. C'était à la fin de l'exode-call numéro 28. À la fin de l'exode-call 28, donc l'exode-call 28, l'énoncé était le suivant, montrer que tout quasi-corps, c'est-à-dire un corps qui n'est pas commutatif pour un produit a priori, on ne sait pas si c'est commutatif ou pas pour le produit, hein, mais tout quasi-corps fini, donc avec un cardinal fini, est commutatif. C'était ça l'exercice. Et à la fin de la résolution, une fois que la résolution était faite, je vous ai donné un contre-exemple en montrant qu'un quasi-corps qui n'est pas fini n'est pas forcément un corps, c'est-à-dire que le produit n'est pas forcément commutatif. Et l'exemple que je vous avais donné, c'était l'exemple des quaternions. Et l'exemple des quaternions, c'était quoi? Eh bien, je vous rappelle ce que c'était cet ensemble. C'était un ensemble que j'ai noté H, des matrices alpha, bêta, moins bêta bar, alpha bar, avec alpha et bêta des nombres complexes. Eh bien, il y a moyen de définir une norme dans cette affaire-là, qui va vérifier le même genre de truc qu'ici, en fait. Alors, il faut faire intervenir des nombres réels pour commencer à parler de normes. D'accord? Et des nombres réels, ils sont cachés dans les nombres complexes, parce que tout nombre complexe, je peux l'écrire comme un nombre réel plus un autre nombre réel fois i. Donc, si je me permets de prendre cette autre écriture des quaternions, donc A plus IB, C plus ID, moins C plus ID, et A moins IB, oui c'est ça, avec A, B, C, D, des nombres réels cette fois, ok? Eh bien, la norme qu'on peut définir est la suivante. La norme d'une matrice comme ça, ça peut être la racine carrée de A carré, plus B carré, plus C carré, plus D carré. Et ce qui est assez intriguant, c'est que si je fais une certaine multiplication et que je regarde la norme de la multiplication, ça va revenir au produit des normes. Si je prends M et M' dans l'ensemble des quaternions, eh bien, si je fais M bar fois M' et que je regarde la norme de ce truc-là, eh bien ça c'est égal à la norme de M bar fois, la norme de M', la norme de M fois la norme de M'. Exactement comme il se passait des choses avec le module. Okay, et vous voyez maintenant peut-être un peu mieux comment obtenir ce résultat en partant de cette structure de quaternion, et avec ce même genre d'idée, je vais mettre au carré ces normes et on va avoir un résultat assez similaire. Okay, il y a également la possibilité de faire M fois M' bar. Bon, voilà. Je ne vais pas faire le détail des calculs et tout ça, mais je tenais essentiellement à vous faire comprendre d'où peut venir ce genre d'identité, enfin comment interpréter à nouveau cette identité, parce que c'est pas vraiment d'où peut venir, je sais plus, mais il est possible que cette relation, cette identité de l'air n'a pas été démontrée à l'aide des quaternions, mais je voulais vous montrer à l'aide des quaternions comment, à l'aide d'une autre structure du moins, comment on pourrait penser à ce genre d'identité. Ok, bon. Pour rappel rapidement, avant que je passe à autre chose, un quaternion, c'est un élément qui peut permettre de représenter une rotation dans l'espace. D'accord? Juste pour rappel comme ça rapidement. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc voilà. Ok? Donc voilà comment on peut penser à ce genre d'identité. Et maintenant, il est assez évident que si on a cette identité-là, eh bien, on a le résultat 2. D'accord? Bon. Donc je vous laisse le soin de checker que cette identité marche, parce que bon,
si je me lançais à faire des calculs pour essayer de montrer que cette identité marche, je prendrais beaucoup trop de temps. Déjà que l'exercice en lui-même prend beaucoup de temps. Donc je vous laisse le checker, on peut le checker avec l'ordinateur ou quoi que ce soit, d'accord. Il y a même un truc un peu rigolo, c'est qu'on peut changer le signe de certains éléments. Donc si on change, je ne sais plus lesquels, mais si on change lui et lui, peut-être le signe de lui et lui, ou ouais, bon, quelque chose. Donc lui et lui, je crois, et lui et lui. Si on change des signes là-dedans, en même temps, eh bien l'identité tient encore. Mais bon, enfin, je vais pas en débattre davantage, puisque bon, bah, je vous laisse le checker par vous-même avec l'ordinateur, ça sera très bien. Bon, et puis il me reste un dernier point à faire. Puisque je n'ai pas encore démontré que n'importe quel nombre premier s'écrit comme somme de 4 carrés, ben, il va falloir le démontrer. Et donc ce que j'aimerais démontrer, donc montrons justement que n'importe quel nombre premier, montrons que tout nombre premier s'écrit comme somme de 4 carrés. Alors n'hésitez pas à faire une pause pour essayer de le faire par vous-même, ce dernier point d'exercice. Ok. Et puis voilà. Et une fois qu'on a démontré ça, je vous referai une petite synthèse pour expliquer comment on conclut. Ok, alors il y a un nombre premier qu'on n'a pas regardé, c'était 2. Bon, 2 c'est assez évident, hein. 2 c'est égal à 1 au carré, plus 1 au carré, plus 0 au carré, plus 0 au carré. Tout va bien. Ok, donc 2, bon voilà, comme ça c'est fait. Maintenant on a un résultat pour les nombres premiers impairs. Et on va s'en servir. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais considérer un ensemble de multiples. Vous vous souvenez, lors du premier point, on avait montré donc 1. Alors maintenant on peut supposer, je l'ai oublié de dire, supposons P plus grand que 3. Donc ça veut dire que maintenant c'est un nombre premier impair. Bon, bah, grâce à 1, nous avons montré qu'il existait A et B, compris entre 0 et P-1 sur 2, tel que, eh bien, et un M aussi, appartenant à 0 non pris, P non pris, tel que A carré plus B carré plus 1 s'écrit M fois P. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce que j'aimerais en fait, c'est que j'aimerais me ramener à un cas où M égale 1. J'aimerais essayer de voir si je peux me ramener à un cas M égale 1. Et pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'ensemble des M tel que M fois P peut s'écrire comme somme de 4 carrés. Ok? Donc je vais regarder cet ensemble-là. Regardons cet ensemble-là. Soit, je sais pas, je vais appeler grand M. Appelons-le grand M. L'ensemble des petits M entiers naturels non nuls. Non nuls, hein, bien sûr, parce que je ne veux pas 0. Hein. Sinon 0, ça serait vrai. Donc je ne vais pas m'en préoccuper. Je vais prendre l'ensemble des entiers M naturels, tels que il existe x1, x2, x3, x4. Oups. Des éléments dans n ou dans z, peu importe. Alors moi je me permets de le mettre dans z. Et puis dans n, il suffit de prendre les valeurs absolues de ces choses. Donc c'est pas très difficile. Enfin, c'est pas très difficile de faire le lien entre z et n à la fin. Mais pour l'instant je fais z. Donc tel que x1 carré plus x2 carré plus x3 carré plus x4 carré est égal à n fois p. Et ce que je veux démontrer, c'est que la valeur m minimale qui est possible, c'est 1. D'accord? Donc je vais poser soit m0, le min de grand M, et on va montrer qu'en fait m0 égale 1. Si on arrive à montrer que m0 égale 1, c'est terminé. Puisque du coup on a montré que le nombre premier en jeu peut s'écrire comme somme de 4 carrés. Bon. Eh bien supposons que ce ne soit pas le cas. Faisons un raisonnement par l'absurde. Supposons que m0 est strictement plus grand que 1. Ok. Alors, si je suppose que m0 est strictement plus grand que 1, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais de toute façon que j'ai x1 carré plus x2 carré plus x3 carré
plus x4 carré qui est égal à m0 fois p. Ça veut dire que modulo m0, ce truc-là vaut 0. Ok? Rien ne m'empêche maintenant d'essayer de diminuer les valeurs de x1, x2 jusqu'à x4. Comment je peux les diminuer? Ben, je peux les diminuer en prenant des éléments qui vont être compris entre moins p-1 sur 2 et p-1 sur 2, enfin p plus 1 sur 2 peut-être, mais je peux réduire le modulo en fait, c'est ça que je vais faire. Je prends le résidu, c'est ce qu'on appelle le résidu, donc en prenant y comme étant le résidu de xi modulo m0. Alors quand je dis résidu, ça veut dire que je prends une valeur qui va être comprise entre m0 moins 1 sur 2 et m0 sur 2, je pense que ça doit être ça comme ça, avec un moins devant 1. Donc moins m0 moins 1 sur 2 et m0 sur 2. Donc je prends un peu la valeur principale si on veut en un certain sens, bon, comme vous voulez. Mais voilà, donc ce que j'appelle résidu, c'est prendre l'entier compris dans cet intervalle qui soit congru à xi, modulo m0. Ok? Bon. Donc en prenant ça, bah, j'ai aussi que y1 carré, alors je vais peut-être effacer juste ce que j'ai là. Alors j'ai oublié de le dire, mais le fait que le point 1 me permet de dire que M est non vide. Que grand M, l'ensemble grand M est non vide. D'accord? Et de plus que le M0 est plus petit que P. Plus M0 est plus petit que P, toujours par 1. D'accord? Donc je l'écris juste pour qu'on l'ait bien en tête là. Ces deux propriétés viennent du point 1, parce que le point 1, on a déjà un multiple de P qui s'écrit comme somme de 4 carrés, puisqu'on a A carré plus B carré plus 1 au carré plus 0 au carré. D'accord? Donc il n'y a pas de... c'est juste pour dire que voilà, le M0, il y a quand même quelque chose qui le borne, et il y a aussi le fait que l'ensemble est non vide, ce qui explique pourquoi j'ai le droit de prendre un minimum. Ok? Bon. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais voilà, maintenant je l'ai dit. Donc, en prenant ces résidus, qu'est-ce qui se passe? On sait que y1 carré, plus y2 carré, plus y3 carré, plus y4 carré, est congru donc à 0 modulo m0. Pourquoi? Parce que x1 carré c'est congru, enfin y1 carré c'est congru à x1 carré modulo m0, et ainsi de suite. D'accord? Donc, en ayant ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y1 carré plus y2 carré plus y3 carré plus y4 carré, je peux l'écrire comme un multiple m0 fois m'. Ok? Et comme j'ai choisi les y0 exactement de la même manière que j'avais choisi tout à l'heure les éléments entre 0 et p-1 sur 2, là, vous vous souvenez, le fait d'avoir choisi ces y qui là-dedans, ça implique que m' est inférieur à m0 strictement. Est inférieur à 0 strictement. Oula, qu'est-ce que je dis? Est inférieur strictement à m0. Et évidemment, m' est supérieur strict à 0. Je pense que ça paraît... ça paraît pas quelque chose aussi difficile que ça de dire ça. Puisque de toute façon, si la somme des xi fait un multiple de m0, bon, là, je pense que ça en prenant ces valeurs-là, congruent modulo m0, pour avoir un multiple de m', ouais. Bon, je veux dire que m, je vais le laisser comme ça, et puis on va voir, je vais mettre un petit point d'interrogation, et puis si à un moment donné j'ai une meilleure explication de pourquoi c'est vrai, j'y reviendrai. Mais je pense que c'est quelque chose de pas très difficile à justifier. Bon, alors, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Alors ça va paraître un peu surprenant. Mais en fait, ça va être basé sur l'identité de l'aire que j'ai laissée au tableau. Le calcul que je vais faire à présent est le suivant. Je vais regarder x1 carré plus x2 carré plus x3 carré plus x4 carré fois y1 carré plus y2 carré plus y3 carré
plus y4 carré. Ok, je vais regarder ce produit-là. Grâce à ce qu'on a fait en 2, ce dont on a parlé en 2 et cette identité de l'air, on peut affirmer que ce produit-là peut s'écrire comme une somme de 4 carrés également. Donc z1 carré plus z2 carré plus z3 carré plus z4 carré. D'un autre côté, c'est le produit, tout simplement, de m0 fois n' avec m0 fois p. Bon. Alors maintenant, ce que j'affirme, c'est que chacun des ZI est divisible par m0. Alors si vous ne voyez pas pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais le faire juste déjà pour... Je vais le faire pour Z1 et pour Z2, et puis après, pour les autres, je vous laisse vous en convaincre que ça marche également. Si je regarde pour Z1, Z1 c'est quoi? C'est, si je suis la formule, je fais x1 fois y1, plus x2 fois y2, plus x3 fois y3, plus x4 fois y4. Ok, donc Z1 c'est ça. Mais je sais que y1 et x1 sont congrus à la même chose modulo m0. Donc si je regarde z1 modulo m0, en fait ça, je peux l'écrire comme x1 carré, plus x2 carré, plus x3 carré, plus x4 carré, modulo m0. Mais cette somme-là, je sais déjà que c'est un multiple de m0. Donc ça, terminé, c'est congru à 0 modulo m0. Et donc ça veut bien dire que z1 est divisible par m0. Ok, ça va? Bon, et puis ensuite, Z2. Z2, pareil, je vais écrire le résultat qu'on doit avoir. Donc on devrait avoir, alors, x1, y1, pas y1, y2, pardon. x1, y2, moins x2, y1, moins x3, y4, plus x4, y3. Si je n'ai pas fait de bêtises, voilà ce qu'on obtient pour ce deuxième terme. Et puis de la même manière, avec la même idée, si je regarde tout congruence, tout ça congru modulo m0, je sais que y2 est congru à x2, mode m0, donc ce que j'ai, c'est que ça, c'est congru à x1 fois x2, moins x2, y1, je le remplace par x1, moins x3, y3, y4, je le remplace par x4, plus x4 et y3, je le remplace par x3. Et là, vous voyez que les termes s'annulent 2 à 2, ça et ça, ça et ça, et ça me donne 0. Modulo M0. Donc encore une fois, Z2 est lui aussi, tout comme Z1, est lui aussi divisible par M0. Et je vous laisse vous en convaincre, je vous laisse le faire par vous-même, de vérifier que les deux autres vont être aussi divisibles par M0. Ok? Bon. Voilà, alors maintenant j'efface. Clac, clac, clac. Ouais. Alors j'efface et puis voilà avec quoi je me... Oui, alors oui, voilà la raison. Alors la raison c'est que si... Peut-être que c'est la bonne raison, mais... Ouais, pas sûr que ce soit la bonne raison. Je vais encore avancer, vous verrez, je vais encore avancer. Bref, donc... Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si... Donc là, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que tous les ZI sont divisibles. Donc sont divisibles par M0. Alors rien ne m'empêche de faire un petit changement et de tout diviser par M0 carré. Diviser l'égalité ici par M0 carré. Puisque ici j'ai M0 carré que je peux diviser, il n'y a pas de problème. Donc si je pose WI comme étant ZI sur M0, donc si je pose ça, on va avoir que W1 carré plus W2 carré plus W3 carré plus W4 carré, ça c'est égal à M' fois P. Tiens donc. Bon, vous voyez ce qui se passe là. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on a trouvé un élément qui est plus petit que M0 qui marche. Ok? Donc, voilà, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M' appartient à M.
Sauf si m' égale 0. Mais alors je cherche encore une explication de pourquoi m' ne peut pas être égal à 0. Alors si m' était égal à 0, ça voudrait dire que tous les y sont égaux à 0. Si tous les y sont égaux à 0, ça veut dire que tous les xi sont divisés par... Ah voilà, c'est ça. Ok. Alors je vais expliquer pourquoi m' est différent de 0 entre temps là. Donc voilà, je crois que ça y est, je l'ai. Ok. Alors si m' était égal à 0, vous auriez que la somme des yi carré, hein, y1 carré plus y2 carré, plus... Bon, j'aurais pu tous les écrire, hein, plus y3 carré plus y4 carré, bah, c'est égal à 0. Une somme de carrés qui est égale à 0, ça veut dire que tous les nombres sont nuls. Donc ça veut dire que les yi valent 0. Je vous rappelle que les yi, c'était les résidus des congruences de xi modulo m0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les xi étaient divisibles par m0. Ça implique alors que m0 divise xi pour tout i. Et si m0 divise xi pour tout i, bah rien ne m'empêche de tout diviser. Donc c'est-à-dire la dernière opération que je viens de faire là en divisant les zi par m0, j'aurais pu le faire du début sur tous les xi. Et si je divise tous les xi par m0, bah, en divisant par m0, je me retrouve avec juste p. Et j'aurais terminé. Puisque finalement m0 ne serait pas le minimum, je pourrais avoir un autre... Donc voilà pourquoi m', je peux le considérer différent de 0. Ok, bon, j'espère avoir été clair. C'est-à-dire que le dernier truc que je viens de faire là avec z, j'aurais pu le faire avant. C'est ça que ça veut dire. Là, maintenant, ce que je viens de faire avec z me permet de faire sortir un m' qui est plus petit que m0. Donc vous avez m' qui est plus grand que 0, strictement plus petit que m0, strictement, et ce m' appartient à m. Et ça contredit la minimalité de m0. Contredit la minimalité de m0. Voilà. Terminé. Tous les nombres premiers peuvent s'écrire comme somme de 4 carrés. Bon voilà, il n'y a plus qu'à conclure. Alors je vais conclure. N'hésitez pas à le faire aussi, hein. C'est pas long. Donc essayez de conclure maintenant le résultat là-bas. Hop. Donc j'efface le raisonnement ici, hein. N'hésitez pas à faire des pauses ou revenir en arrière si vous voulez avoir plus de temps pour le relire. Mais donc voilà, alors pour conclure la résolution de l'exercice, donc là maintenant on travaille sur l'exo, et bien vous prenez soit n un entier naturel. Alors bien sûr il y a des cas de figure particuliers, il y a n égale 0 et n égale 1 qu'il faut traiter. N égale 0, 0, il n'y a aucun problème. 1, il n'y a aucun problème non plus. Voilà. Ça, ce sont des cas particuliers qu'il faut traiter. Et puis, si n est plus grand ou égal à 2, je considère la décomposition de n en facteur premier. Donc, ça veut dire que n peut s'écrire comme P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2, etc. jusqu'à Pk puissance alpha k. Avec les PI des nombres premiers. Ok, et puis les alpha i sont des nombres entiers naturels non nuls ici. Sinon je ne l'aurais pas écrit. Je les aurais pas écrits. Ça veut dire que si c'était nul, ça serait P puissance 0 et ça vaut 1. D'accord ? Donc on aurait ça, et on sait déjà, hein, par 3, par le dernier point qu'on a montré, que chacun des pays peut s'écrire comme une somme. Donc je vais, je vais faire une double indice. Donc on peut l'écrire comme, ou alors non, je vais l'écrire comme ça, je peux l'écrire comme AI carré plus BI carré plus CI carré plus DI carré. Ok. Et par ce qu'on a démontré en 2, le produit, donc c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt, le produit de nombres qui peuvent s'écrire comme somme de 4 carrés, ça donne encore un nombre qui s'écrit sous la forme d'une somme de 4 carrés. Donc ça implique que n s'écrit également comme une somme de 4 carrés. Et c'est terminé. Donc voilà comment marche la preuve de ce théorème des 4 carrés de Lagrange.
Donc c'est pas la preuve, parce qu'il y a plein d'autres preuves, même si elles sont toutes très similaires, hein, parce que finalement le mécanisme risque d'être assez le même, en fait, ça va être le même pour les autres, pour d'autres cas d'études. Mais c'est juste que là j'ai préféré essayer de rester sur des choses autour de l'arithmétique, des choses qui sont proches de la première année de prépa et tout ça, histoire de ne perdre personne. Sinon, je pourrais très bien travailler avec les groupes Z sur PZ et tout ça, je l'ai déjà dit avant, mais voilà. Alors après, il y a d'autres petites questions qu'on pourrait se poser, c'est combien y a-t-il de façons d'écrire un nombre sous la forme d'une somme de 4 carrés? Et ça, c'est pas une question non plus si évidente que ça, c'est pas une question, voilà. Alors je peux vous balancer le résultat si vous voulez, mais je vous laisse le découvrir plutôt par vous-même. Et puis si je devais me lancer à faire la preuve de ce truc-là, bon, ça me prendrait encore pas mal de temps, mais voilà. Donc on pourrait s'intéresser à combien il y a de façons de décomposer un nombre en somme de 4 carrés, etc. etc. et on pourrait se poser d'autres questions. Donc ces sommes de 4 carrés, c'est quand même assez intriguant. On peut se dire que quelque part, en fait, les nombres, c'est des espèces de résultats de Pythagore, presque, parce qu'on est en train de faire des sommes de carrés. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. C'est assez... Enfin voilà, je trouve ça assez rigolo et assez intriguant. Bon, il y a encore un petit bug caméra, mais c'est pas grave, je vais arriver à la fin de la vidéo. Donc voilà pour la résolution de cet exercice. Résolution d'exercice qu'on peut retrouver, bon pas forcément avec autant de détails que ce que j'ai fait là, mais qu'on peut retrouver sur internet et tout ça. Je peux également vous conseiller un ouvrage. Bon évidemment, je pense que pas mal de gens en prépa le connaissent parce qu'ils en ont au moins déjà entendu parler. Je peux vous conseiller donc ce bouquin donc, des exercices de mathématiques oraux XENS, donc là c'est algèbre 1. Il y a 4 tomes d'algèbre et... c'est ça, 4 tomes... Non, 3 tomes d'algèbre, pardon, et 4 tomes d'analyse. Là, c'est algèbre 1, et c'est l'exercice... Il y a une autre résolution de l'exercice, hein, parce que c'est pas tout à fait la même résolution, puisqu'on travaille plus avec comment, tout ce qui est groupe Z sur PZ et tout ça. Mais il y a une résolution qui est proposée, je crois, page... Donc je suis en train de le retrouver, voilà. Page 162. Donc voilà, pour ceux qui veulent peut-être voir un autre type de résolution qui travaille beaucoup plus avec la structure de corps Z sur PZ, mais finalement revient au même raisonnement que j'ai fait ici. C'est juste qu'on revient sur quelques points de détail, peut-être, qui valent peut-être plus la peine, ou je ne sais pas, mais en tout cas l'exercice est décortiqué de manière un peu plus fine pour voir ce qui se passe au niveau du groupe, au niveau des éléments du groupe, etc. Donc bon, voilà, c'est tout aussi intéressant comme façon de résoudre. Donc voilà, donc je peux vous conseiller de voir cet ouvrage si vous voulez, vous n'êtes pas obligé du tout, c'est juste pas, si vous voulez vous lancer peut-être à avoir quelques bouquins de référence pour vous exercer sur des exercices plus compliqués et peut-être se préparer à des concours plus difficiles s'il y en a qui le souhaitent. Mais voilà, bon. Je pense en tout cas qu'en tant que tel, le raisonnement qu'il a fallu mettre en place pour résoudre cet exercice était quand même très intéressant et valait vraiment le coup d'œil. Bon voilà, alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des choses, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que d'autres camarades pourraient aimer ce type de résolution d'exercice. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite, puisque finalement cette vidéo, au lieu de la mettre samedi, je la mets lundi. Nous sommes lundi et donc j'ai eu un souci avec mon emploi du temps, donc c'est ce qui fait que j'étais un petit peu embêté pour sortir le samedi puisque je n'avais pas le temps de faire l'enregistrement. Comme vous le voyez, ça a pris presque 1 heure, donc j'avais pas l'heure qu'il fallait. Donc voilà, il a fallu attendre lundi, mais c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour, comme d'habitude, le point recherche, le petit exode call et enfin l'exode call suivant. Et puis voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien, et sur ce, à très vite, à demain, salut!